la ressourcerie de l'écrivain, encore un book haul. Pour 10 balles, t'as plus rien. J'ai dépensé 12 €, mais il y a une duologie, est-ce que ça compte bien? Donc vous voyez là le précédent book haul où il y avait William Morris, Christelle Dabos, de la romance, du Jane Austen. Et là du coup, chez Auchan, moi j'aime beaucoup leur rayon occasion. Donc c'est que des livres que j'ai payé 2 €. Je crois qu'il y a du à peu près récent. Il y a un grand format, les autres c'est que des formats poche. On commence par Celle que je suis de Claire Norton aux éditions Robert Laffont avec une illustration de Deepool Plain Picture. Valentine vit dans une petite résidence d'une ville de province. Elle travaille à temps partiel au rayon librairie d'une grande surface culturelle. Les livres sont sa seule évasion, son seul exutoire, le journal intime qu'elle cache dans le coffre à jouets de son fils. Et son seul bonheur, cet enfant, Nathan, qui vient de souffler ses 6 bougies. Pour le reste, Valentine vit dans la terreur qu'au moindre faux pas, la colère et la jalousie de son mari se reportent sur Nathan. L'arrivée d'un couple de voisins âgés dans l'appartement d'en face va complètement bouleverser sa vision du monde. Car comment résister à la bonté de Guy, qui se conduit avec Nathan comme le grand-père qu'il n'a jamais eu? Comment refuser la tendresse de Suzette, cette femme si maternelle, elle qui a tant manqué de mère? Peu à peu, Valentine se laisse apprivoiser. Jusqu'au jour où elle commet une minuscule imprudence aux conséquences dramatiques. Mais une chose change tout désormais. Elle n'est plus seule pour affronter son bourreau et reconstruire sa vie volée. Une bouleversante histoire de résilience qu'on lit le cœur battant dans l'espoir que l'héroïne s'en sorte. Après les succès dans Ton âme et conscience, de Malgré nous et de Ces petits riens qui nous animent, Claire Norton nous entraîne dans un grand roman féminin, un véritable page-turner. Alors Claire Norton, j'en ai entendu parler, il me semble, sur la chaîne Muffin & Books, je n'en suis pas sûre. Mais j'en ai déjà entendu parler sur les réseaux, ça c'est certain. C'est un livre de 2021, donc vous voyez, acheter un bouquin qui a été neuf à 20 € et le trouver à 2 balles, hein, franchement. Après le verbe aimer, aider est le plus beau verbe du monde. Bertha von Suttner. J'ai l'impression qu'il va y avoir une alternance entre le journal de Valentine et le récit. Donc je vais vous lire un petit bout du journal de Valentine et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce livre précisément. Le 6 mai, nous ne sommes que le produit de notre histoire et pour moi, cette dernière a mal commencé. Je m'appelle Valentine Ravier, née Bazin. Je suis née le 21 février 1986 à 7h15 à Verdun, un jour de froid glacial. J'ai donc poussé mon premier cri précisément 70 ans après le début de la bataille de Verdun, qui allait faire plus de 300 000 morts et 700 000 blessés. Comment ne pas voir dans cette concordance de dates un mauvais présage? Je vis dans une ville de province de taille moyenne. Le lieu précis ne présente guère d'intérêt. J'occupe un appartement dans une résidence de 5 étages. Mariée depuis 16 ans, je suis maman d'un adorable petit garçon qui vient de souffler ses 6 bougies, Nathan. Il est la prunelle de mes yeux. Je l'ai longtemps espéré, attendu. Au fil des années, j'avais fini par croire que je ne serais jamais mère. Mais un jour, il est arrivé et j'ai égoïstement béni le ciel pour cela. L'enfer est décidément pavé de bonnes intentions. Depuis la naissance de mon fils, je travaille 2 jours par semaine en tant que libraire pour une grande enseigne spécialisée. J'ai récemment quitté le rayon polar pour passer responsable du rayon littérature. Entre les étagères et les tables remplies de romans, je me sens dans mon élément. Le reste du temps, je le consacre à Nathan. Mon fils est ma seule lumière, mon unique bonheur. Lorsque je ne travaille pas et qu'il est à l'école, j'attends l'heure de le retrouver en m'évadant, encore et toujours, entre les pages noircies de ces histoires qui me font rêver, qui me transportent dans des lieux magiques. C'est ainsi que j'envisage le bonheur sur terre, en dehors de Nathan. Je n'ai pas d'autre option, aucune autre distraction. Je vais m'arrêter ici. Donc moi, ce que j'ai compris en fait dans le résumé, c'est que même si le terme n'est pas utilisé, c'est qu'il y a vraiment des notions de violence conjugale et que la rencontre de ce couple âgé va peut-être commencer à donner un peu
de grains à moudre pour que Valentine puisse quitter le père de Nathan, parce que je présume que c'est son papa qui est violent avec elle. Parce que j'ai l'impression que c'est plus des violences conjugales que des violences sur l'enfant. Ce livre m'a attirée, pourquoi? Parce que j'ai lu et détesté Jamais plus de Colleen Hoover. J'ai vraiment préféré Mais ça partait de loin à tout jamais, qui est la suite de Jamais plus. Et j'ai envie de lire en fait un livre qui va traiter de manière respectueuse, cohérente, le thème des violences conjugales. Donc je me suis dit, pourquoi pas, sachant que je pense que je n'ai jamais rien lu de Claire Norton, mais j'en ai entendu pas mal parler, donc j'ai envie de lui laisser sa chance. Il n'y a pas une petite bio? Après, c'est un petit bébé qui fait dans les 400 pages. Donc franchement, pourquoi pas. Ensuite, vous allez voir qu'il y a une petite thématique un peu feel good. Agnès Martin-Lugan, Les gens heureux lisent et boivent du café. On est aux éditions Pocket. Attendez, je réorganise mon truc. Ils étaient partis en chahutant. J'avais appris qu'ils faisaient encore les pitres dans la voiture. Je m'étais dit qu'ils étaient morts en riant. Je m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux. Diane a brusquement perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès lors, tout se fige en elle, à l'exception de son cœur qui continue de battre, obstinément, douloureusement, inutilement. Égarée dans les larmes du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l'existence. Afin d'échapper à son entourage, elle décide de s'exiler en Irlande, seule. Mais à fuir avec acharnement la vie, elle finit par vous rattraper. On a un petit mot de Catherine Ball, poignante. Cette histoire de résilience se trouve servie par des phrases courtes, beaucoup de dialogues et une écriture légère dans laquelle se glissent même quelques notes d'humour. Catherine Ball écrit pour Le Parisien et Aujourd'hui en France. La photo, c'est de Paolo Pizzimenti. Donc on est sur un roman qui est court, qui ne fait pas 200 pages. On est à 186 pages. 187. Et on est chez Pocket, et c'était chez Michel Lafon à l'origine. Il y a une citation de Sigmund Freud à propos du deuil et mélancolie in métapsychologie. Nous comptons bien qu'il sera surmonté après un certain laps de temps, et nous considérons qu'il sera inopportun et même nuisible de le perturber. Maman, s'il te plaît? Clara, j'ai dit non. Allez, Diane, laisse-la venir avec moi. Colin, ne me prends pas pour une imbécile. Si Clara vient avec toi, vous allez traîner et on partira en vacances avec 3 jours de retard. Viens avec nous, tu nous surveilleras. Certainement pas. Tu as vu tout ce qu'il reste à faire? Raison de plus pour que Clara vienne avec moi. Tu seras peinarde. Maman! Bon, très bien. Filez, oust, je ne veux plus vous voir. Ils étaient partis en chahutant dans l'escalier. J'avais appris qu'ils faisaient encore les pitres dans la voiture, au moment où le camion les avait percutés. Je m'étais dit qu'ils étaient morts en riant. Je m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux. Et depuis 1 an, je me répétais tous les jours que j'aurais préféré mourir avec eux. Mais mon cœur battait obstinément et me maintenait en vie, pour mon plus grand malheur. Ça n'a pas l'air la top joie, mais je me disais pourquoi pas. Ensuite, Je suis Jeanne et Buterne de Olivia El-Kaïm, grand roman chez Point. Ça vient de la librairie Durance. L'auteur de la photo, c'est Jean-François Page, peut-être. Parce que c'est la... Il y a des étiquettes partout, j'arrive pas à lire. Décembre 1916. Dans la pénombre d'un escalier, Jeanne et Buterne tombent amoureuses d'Amedeo Modigliani. Elle peint modestement. Lui est un artiste maudit. Elle vit encore dans le cocon familial. Il mène une existence dissolue entre son atelier, les cafés parisiens et les prostituées. Elle abandonne tout pour le suivre. La passion les emporte, incandescente, destructrice jusqu'à la folie. Nous nous appartenions parfois. Je voulais être lui, il voulait être moi. C'était une illusion. Lui le savait. Donc Olivia El-Kaïm est née en 1976. Je suis Jeanne et Buterne est son 4e roman.
un roman remarquable par sa puissance d'évocation selon Mohamed Aïssaoui du Figaro. Ce livre-là, j'ai voulu l'acheter tout simplement parce que je suis déjà tombée sur des photos de Jeanne Hébuterne, qui était une femme magnifique, qui a été peinte de cette manière par Maudit. Et du coup, on est un peu sur le côté la muse du poète et compagnie. On est avant-guerre, avant la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est une thématique qui m'intéresse, moi. Je sais que par exemple, j'ai un bouquin de Bellemare sur les génies, les femmes et la mort, qui est pas mal. Je vous mettrai le lien. Je crois que je l'ai mis dans les Vlogmas, je sais plus. Décembre 1916. Hier soir, je suis tombée amoureuse d'Amedeo Modigliani. Je descendais l'escalier étroit de l'Académie Colarossi. Un vent glacé soufflait par les vasistas ouverts. J'étais pressée de rentrer. Maman déposerait le faitout en fonte au milieu de la table. Papa réciterait la bénédicité avant qu'elle nous serve. Nous mangerions dans un silence rythmé par nos mastications. Puis je m'allongerais sous le plaid en mohair et contemplerais la buée lentement recouvrir les vitres du salon. Soirée calme. Je l'ai croisé dans la pénombre. Je portais mon carton à dessin dans une main, mon manteau et mon châle en laine dans l'autre, et sous le bras la mallette de bois verni dans laquelle je dispose mes tubes de gouache. Ce que je peux être pataude. Depuis toujours, mon corps m'embarrasse. Je ne sais pas où ranger mes bras. Je dodeline de la tête en m'évertuant à ne laisser paraître aucune émotion. Et puis, la position des hanches, mes genoux cagneux, la grosseur de mon ventre, aucune grâce. Je me maintiens un peu en dedans, les épaules rentrées, espérant qu'on ne repère pas mes défauts, souhaitant parfois même m'effacer. On me dit blonde, on me dit brune. Personne ne me voit jamais telle que je suis. Hier soir, j'étais tellement chargée que je ne pouvais pas m'agripper à la rambarde. Je me disais « Jeannette, pose un pied devant l'autre », comme si je m'essayais à la marche pour la première fois. Un vrai bébé. « Allez, un pied devant l'autre, tiens l'équilibre !» Il m'aurait fallu une main amie pour me guider. Maman, mon frère André. De l'obscurité, une masse a surgi. « Tu parles toute seule ?» Les élèves se bousculaient autour de nous, et le bois sec des marches craquait sous leur passage. Une cohorte de jeunes filles attendait là, adossées à la rampe en cuivre. Certaines ouvraient discrètement leurs manteaux, soumettaient leur corps nu aux mains calleuses des artistes. Mes seins pour 3 sous, un plat chaud. Mais nous étions comme seuls, face à face. J'ai d'abord remarqué l'écharpe rouge à grosses mailles de laine, puis le pantalon, le gilet et la veste de velours marron, élégants mais maculés d'éclats de peinture jaunâtre. Enfin les mains larges, les doigts sales, les ongles sous lesquels se logeaient des croûtes terreuses, des sourcils fournis, un regard noir et impérieux. J'ai baissé les yeux en croisant les siens. « Regarde-moi » ce tutoiement. « Regarde-moi, Principessa » Il ne manque pas d'air ce type, me suis-je dit avec le même ton pincé, qu'André utilise quand il est contrarié, et mon pied droit a raté une marche. Je suis tombée dans un bruit sourd. J'aime beaucoup la langue. Ensuite, alors j'ai des envies de littérature un peu médiévale, même si c'est contemporain, et de légendes arthuriennes. Donc, Le Roi Arthur de Michael Morpurgo. Quelqu'un peut me dire pourquoi le rossignol? Parce que Excalibur, je comprends, mais pourquoi le rossignol? Je sais pas. On est chez Folio Junior, c'est traduit de l'anglais, il y a une jolie étiquette, je vois rien. Illustration de Henri Galeron, je vais vous trouver le traducteur. Traduit de l'anglais par Noël Chasserio. Un texte légendaire à travers le regard du roi Arthur qui raconte son histoire captivante à un jeune garçon d'aujourd'hui. C'est une longue histoire, une histoire de grand amour, de grande tragédie, de magie et de mystère, de triomphe et de désastre. C'est mon histoire. Mais c'est l'histoire surtout de la table ronde, où autrefois siégeait une assemblée de chevaliers, les hommes les meilleurs et les plus valeureux que le monde ait jamais connus. Je commencerai par le commencement, quand j'étais encore un enfant à peine plus âgé que tu ne l'es aujourd'hui. Alors, à l'intérieur, c'est illustré par Michael Forman. Ah, elles sont sympas! Moi, je pense qu'elles ont un peu pâli. Je pense que les illustrations ont un petit peu pâli parce que le bouquin, il est de 94. J'ai l'impression de parler d'antiquité. Franchement, elles sont jolies, hein.
Je vais vous lire un petit bout et on passera à la duologie de Julia Quinn parce que je suis faible. La cloche. Je vous lis juste le premier paragraphe. Le jeune garçon sortit de chez lui, dès l'aube, avec assez de provisions dans son sac à dos pour tenir jusqu'au soir. C'était une chose qu'il s'était toujours promis de faire le jour où il en aurait la possibilité et où les conditions seraient favorables. Il n'avait fait part de ce projet à personne parce qu'il savait que sa mère se serait inquiétée, que sa petite sœur aurait vendu la mèche et que son père aurait essayé de l'en dissuader. Pour eux, il partait pêcher la crevette autour de l'île de Samson. Il se lèverait tôt pour profiter de la grande marée d'équinoxe du printemps dès qu'elle commencerait à baisser, ce qui lui permettrait de passer à pied sec de Brière à Tresco, puis de Tresco à Samson. Ça, c'était ce qu'il leur avait dit. Tout le monde en faisait autant, mais ce que personne n'avait jamais fait, à sa connaissance tout au moins, c'était de gagner à pied les îles du Levant et d'en revenir. Tout le monde prétendait que c'était irréalisable entre deux marées. Son père était absolument formel. C'était en partie pour cela que le garçon était bien décidé à le faire. Samedi, ça me donne envie. Donc, Julia Quinn, parce que je suis faible, et puis regardez comme ils sont beaux. On est sur la duologie Les Lindon, donc je t'offrirai la lune et je t'offrirai le soleil de Julia Quinn, et on est aux éditions France Loisirs Poche. Je savais pas qu'ils faisaient du poche. Une photo de maçon, stock adobe et j'arrive pas à lire parce qu'il y a une étiquette et j'arrive pas à les enlever. Traduit de l'anglais États-Unis par Cécile Destuiliers. Il me semble bien que c'est la traductrice des Bridgerton aussi et des Roquesby. Graphisme de Monica Russo sinon. Et je vous présente d'abord Je t'offrirai la lune. Réussira-t-il à oublier leur rendez-vous manqué? Dès l'instant où il aperçoit Victoria Lindon près du lac, Robert Campbell, Lord Macclesfield, en tombe amoureux. Baisers, serments, le comte et la fille du pasteur rêvent de mariage, mais leurs parents s'opposent à leur union. Ils décident donc de s'enfuir. Victoria ne viendra jamais au rendez-vous. Anéanti, Robert part pour Londres. 7 ans plus tard, il retrouve la jeune femme. Si son désir se rallume aussitôt qu'il la voit, sa rancœur est encore plus vive. Victoria paiera pour l'avoir abandonnée. Afin de la tenir à sa merci, il est prêt à lui offrir la lune. C'est pas trop gentil d'abandonner quelqu'un alors qu'on doit s'échapper. Est-ce qu'elle a bien eu le choix ou est-ce qu'elle s'est fait gauler? Il y a une dédicace de Julia Quinn qui dit qu'elle ne croit pas au coup de foudre. Je vous lis un petit bout du premier. Kent, Angleterre, juin 1809. Robert Campbell, Lord Macclesfield, n'avait jamais été de nature fantaisiste, mais dès l'instant où il aperçut la jeune fille près du lac, il en tomba fort amoureux. Fou amoureux, non pas pour sa beauté. Elle était assurément séduisante, avec ses cheveux noirs lustrés et son petit nez impertinent, mais il avait vu des femmes au physique bien plus spectaculaires dans les salles de bal de Londres. Non pas pour son intelligence, il n'avait aucune raison de la croire stupide, mais puisqu'il n'avait pas échangé 2 mots avec elle, il ne pouvait juger de ses capacités intellectuelles. Et certainement pas pour sa grâce. Au moment où ses yeux se posèrent sur elle pour la première fois, elle battait l'air de ses bras en glissant sur un rocher mouillé. Il la vit ensuite atterrir un peu plus loin avec un son mat, en marmonnant « Et flûte !» puis se redresser en massant son séant douloureux. Il aurait été bien incapable de dire pourquoi, mais elle était parfaite. Je trouve ça mignon. Elle est très très belle la jeune femme, je trouve. Et je trouve sympa d'ailleurs qu'on ne voit pas son visage en entier. Oh, bah après on est chez la frangine. Je t'offrirai le soleil. Fille de pasteur, Eleanor Lindon mène une vie monotone à la campagne, jusqu'au jour où, au cours d'une promenade, un bel inconnu chute d'un arbre, atterrit à ses pieds et la demande en mariage. Charles Wycombe est le célibataire le plus convoité de la région. Il a 15 jours pour se marier, sinon il perdra son héritage. Je crois que ça, c'est des choses qui étaient réelles à l'époque, parce qu'il devait y avoir des motifs, entre guillemets, à percevoir un mariage, et si la personne qui décède avait mis sur son testament que machin devait être marié pour percevoir son héritage, c'était les dernières volontés de la personne qui est morte, donc fallait se marier.
Donc, une raison suffisante, selon lui, pour épouser Éléanore, même si son état d'ébriété brouille quelque peu son discernement. Or, cette proposition incongrue tombe à pic pour la jeune fille qui déteste sa future belle-mère et doit fuir le toit paternel. Alors, marché conclu pour un mariage de convenance. Sauf que ce qui convient à Charles n'est pas exactement ce qu'elle avait imaginé. J'aime bien en fait, ça brasse un petit peu toujours les mêmes thématiques, mais je trouve ça sympa. Alors elle dit qu'elle est une grande fan des mariages de convenance en romance. Kent, Angleterre, octobre 1817, donc je crois que c'est l'année suivante. Eleanor Lyndon vaquait paisiblement à ses occupations le jour où Charles Wycombe, Lord Billington, tomba, au sens littéral du terme, dans sa vie. Alors que, sifflotant joyeusement, elle essayait d'évaluer le profit annuel de l'East and West Sugar Company, dont elle possédait quelque part, un homme tomba du ciel et atterrit à ses pieds. Ou, plus précisément, sur ses pieds. Passé le premier moment de stupeur, elle comprit qu'il n'était pas tombé du ciel, mais du vénérable chêne au-dessus d'elle. La jeune femme, dont la vie était plutôt monotone depuis une bonne année, aurait presque préféré qu'il tombe effectivement du ciel. Cela aurait été bien plus excitant. Elle retira son pied gauche de sous l'épaule de l'homme, releva ses jupes au-dessus de sa cheville pour les protéger de la poussière du chemin et se pencha vers l'inconnu. « Monsieur » demanda-t-elle, « allez-vous bien ?» Il se contenta de marmonner. « Oh !»« Au nom du ciel » murmura-t-elle, « j'espère que vous ne vous êtes rien cassé ?» Pour toute réponse, il laissa échapper un long soupir. Assaillie par une épouvantable odeur, Éléanore détourna la tête. « Bonté divine, on dirait que vous avez avalé un tonneau de vin. »« De whisky, » rectifia-t-il d'une voix pâteuse. « Un gentleman boit du whisky. »« Peut-être, mais pas un tonneau entier, » protesta Éléanore. « Il faut être un ivrogne pour boire un tonneau de quoi que ce soit. » Il se redressa. L'affaire n'alla pas sans quelques difficultés et secoua la tête comme pour s'éclaircir les idées. « Précisément, » répondit-il, en soulignant sa réponse d'un grand geste de la main, avant de fermer les yeux comme saisi d'un vertige. « Je crains d'être très légèrement ivre. » Éléanore se retint de nuancer ce point. Il me semble bien que les Lyndon, c'est bien une duologie. Je vais le vérifier de suite. Parce que, bon, si vous aimez bien lire des romances, vous avez peut-être pas envie de vous lancer, par exemple, dans les Bridgerton qui en comptent 8. Voilà, donc on a fait le tour de mon book haul pour 12 balles. Parce que j'ai un de trop. Est-ce que c'est vraiment en prendre un de trop que prendre une duologie ? Alors, n'hésitez pas à me dire s'il y a des bouquins parmi ceux-là qui vous donnent envie, ou s'il y a des thématiques ou des auteurs qui vous donnent envie, si vous avez des conseils de lecture aussi. Quels ont été vos derniers achats d'occasion? Est-ce que vous préférez acheter du neuf, du beau, du jaspé qui fait mal aux yeux parce que ça brille? À tout bientôt, rêvez tout grand, et dépensez un peu de sous, mais pas trop. Salut!